Je ne sais pas à quoi je m'attendais en m'asseyant dans cette salle de conférence avec l'enquêteur du Forest Service et l'agent de liaison du shérif du comté. Peut-être une forme de reconnaissance. Peut-être des excuses pour les 3 semaines de congé administratif pendant qu'ils élucidaient ce qui s'était passé au camping de Seneca Creek. Au lieu de ça, j'ai eu droit à une pile de rapports d'incidents qui disaient tous la même chose. Le ranger Hess a subi des blessures compatibles avec une chute d'une certaine hauteur lors d'une patrouille de routine. Aucune preuve d'attaque par un animal sauvage. Recommandons une évaluation d'aptitude au service avant son retour sur le terrain. La femme des RH gardait les mains jointes sur la table, son expression soigneusement neutre pendant que j'essayais d'expliquer pour la 5e fois que je n'étais pas tombé, que la créature m'avait attrapé le bras quand j'avais voulu prendre ma radio, que le craquement avait été si fort qu'Ethan Brewer l'avait entendu depuis la tente de sa famille, à 30 mètres de là. Elle a hoché la tête, a pris une note et m'a demandé si j'avais envisagé de parler au conseiller du programme d'aide aux employés. Mon avant-bras droit me fait mal quand il pleut maintenant. Une douleur profonde et glaciale qui irradie des 2 endroits où le radius s'est brisé net. Le chirurgien a dit que j'avais eu de la chance. Le cubitus avait tenu. Les fragments ne s'étaient pas déplacés. Les lésions nerveuses auraient pu être pires. De la chance. J'ai gardé les radios dans mon pick-up pendant un moment. La preuve en noir et blanc de 2 lignes de fractures distinctes, jusqu'à ce que je réalise que ça n'avait pas d'importance. Les radios montrent les fractures, pas ce qui les a causées. Le Charleston Gazette Mail a publié un article 2 mois plus tard, enterré dans les pages régionales. Le récit de Bigfoot d'un jeune campeur captive ses camarades de classe. Ils avaient interviewé la mère d'Ethan qui décrivait l'imagination débordante de son fils et louait le personnel du parc pour leur réaction rapide à l'incident. Il y a une photo d'Ethan tenant un Sasquatch en peluche, souriant à l'objectif. L'article me mentionne une fois, en passant, le ranger David S. a été soigné pour des blessures à l'hôpital Davis Memorial et a depuis repris son service. Je n'ai jamais reparlé à Ethan depuis cette nuit-là. Sa famille a déménagé et a quitté la West Virginia avant que je termine ma rééducation. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il dort mieux que moi. Je devrais commencer par le début parce que c'est ce que tout le monde demande quand ils prennent la peine de demander. C'était le 14 juin, un mardi, et j'en étais à mon 3e jour d'une rotation de 6 jours à couvrir le district nord de la Monongahela National Forest. Le camping de Seneca Creek se trouve à environ 850 mètres d'altitude, niché dans un creux où Seneca Creek rejoint la North Fork, entouré d'épicéas rouges et de pruches centenaires qui transforment l'endroit en une cathédrale d'ombre et de verdure, même à midi. 16 emplacements, des toilettes sèches, un puits à pompe manuelle, aucun réseau mobile sur 20 km à la ronde. C'est un lieu prisé des familles qui veulent l'expérience de la nature sans l'engagement sérieux de l'arrière-pays. Assez proche du centre d'accueil de Seneca Rocks pour se sentir connecté. Assez isolé pour que la nuit, les étoiles apparaissent comme du verre brisé. J'avais contacté le bureau du district à 8 heures, confirmé que 7 emplacements étaient occupés, aucun problème signalé pendant la nuit. Patrouille standard, vérifier les permis, chercher les infractions au stockage de la nourriture, rappeler aux gens de remporter leurs déchets, m'assurer que personne ne faisait de bêtises avec les feux de camp. Ça devait être une journée facile. La matinée a commencé tranquillement. Je suis arrivé sur la route d'accès du camping juste après 9 heures, le gravier crissant sous les pneus de mon Silverado et j'ai fait le tour. Sur l'emplacement 3, il y avait une famille de Morgantown avec 2 enfants qui essayaient d'identifier des oiseaux avec un guide de terrain. Sur l'emplacement 7, un couple d'une 60aine d'années qui venait à Seneca Creek chaque année en juin depuis 30 ans. L'emplacement 12 était celui des Brewer,
la mère, le père, Ethan et sa petite sœur Claire. Ils avaient une tente Coleman bleue, un réchaud installé sur la table de pique-nique et une glacière correctement rangée dans le casier anti-ours fourni. Ethan lisait un livre de poche sur une chaise pliante pendant que son père luttait avec une bâche qu'ils avaient tendue entre des arbres pour faire de l'ombre. Normal, paisible. Le genre de journée où le plus grand drame serait une guêpe dans la canette de soda de quelqu'un. J'ai terminé mon tour à 10h30. Je me suis garé près du départ du sentier Allegheny Trail et j'ai commencé la paperasse. Ma radio était accrochée à mon gilet, le volume bas, le silencieux réglé pour filtrer les parasites qui traversaient parfois les vallons lorsque la pression atmosphérique changeait. Je venais de noter que l'emplacement 12 était en règle quand le premier appel est arrivé. À toutes les unités, ici la base de Seneca Rocks, test radio. À vous. J'ai appuyé sur le micro. Base ici Ranger 37, je vous reçois 5 sur 5, à vous. 37. Soyez avisés que nous avons un signalement d'activité animale inhabituelle près de la zone de Spruce Knob, à environ 16 km au nord-est de votre position. Des campeurs ont signalé de fortes vocalisations durant la nuit. Probablement un wapiti ou un ours noir. Surveillez et signalez si vous observez quoi que ce soit. Terminé. J'ai accusé réception, pris une note dans mon journal de bord et n'y ai plus pensé. Des wapitis avaient été réintroduits dans la région en 2016 et ils faisaient des bruits qui pouvaient déranger les gens qui ne les avaient jamais entendus auparavant. Ces brames aigus et étranges qui portent sur des kilomètres. Les ours noirs étaient assez courants pour que nous affichions des panneaux d'avertissement à chaque entrée de camping. Une activité inhabituelle, c'était juste un mardi comme les autres dans la Monongahela. J'ai passé le reste de la matinée à parcourir la partie inférieure de l'Allegheny Trail, à vérifier les arbres abattus et à m'assurer que les balises du sentier étaient peu visibles. La forêt était dense de sous-bois, l'air humide et immobile, le genre de chaleur moite qui fait coller votre chemise au dos et transforme chaque montée en une lente suffocation. Je me suis arrêté au passage du ruisseau près du kilomètre 3,8. J'ai rempli ma gourde, l'ai traitée avec mon filtre et me suis assis sur un chablis pour mettre à jour mes notes. C'est là que j'ai remarqué les empreintes. Elles étaient dans la boue de l'autre côté du ruisseau, juste après le gué peu profond où les randonneurs traversent habituellement. Des empreintes de pieds nus, de forme humaine, mais anormales, trop grandes, trop profondes. Les orteils écartés comme quelqu'un marchant sans chaussures. Mais la longueur de la foulée était impossible. J'en ai mesuré une avec ma main, 35 cm de long, peut-être 15 de large au niveau de la plante. La profondeur suggérait un poids important, bien plus que ce qu'un randonneur laisserait, même avec un sac à dos complet. J'ai pris des photos avec mon téléphone, vérifié l'heure, 11h43, et essayé de trouver une explication rationnelle. Une mauvaise blague, peut-être, quelqu'un avec des semelles spéciales, bien que cela semblait beaucoup d'efforts pour un canular que personne ne verrait, à moins de savoir exactement où regarder. Les traces menaient en amont dans l'enchevêtrement dense de rhododendrons et de lauriers des montagnes qui étouffaient la rive, et je ne les ai pas suivies. J'aurais dû. J'y pense beaucoup maintenant, à ce choix que j'ai fait de noter ça comme étrange mais pas urgent, de continuer ma patrouille au lieu d'enquêter davantage. Si j'avais suivi ces traces, j'aurais peut-être compris plus tôt. J'aurais peut-être appelé, demandé des renforts, évacué le camping avant la tombée de la nuit. Peut-être qu'Ethan Brewer vivrait encore en West Virginia. Je suis retourné à mon pick-up à 13h, j'ai mangé une barre protéinée et une pomme, et j'ai vérifié ma radio. Rien de la base. Le camping était calme, la chaleur de midi gardant la plupart des gens à l'ombre de leurs tentes ou près du ruisseau, où les enfants barbotaient dans les bassins peu profonds. J'ai fait une autre ronde. Rappelé au couple de l'emplacement 7 de garder leurs déchets bien fermés même pendant la journée car les ratons laveurs n'attendent pas la nuit.
et je me suis arrêté à l'emplacement 12 pour discuter avec les Brewers. La mère d'Ethan, Angela, était amicale. M'a demandé quelles étaient les meilleures randonnées à la journée pour des enfants de l'âge d'Ethan. J'ai recommandé la boucle inférieure de l'Allegheny. Lui ai dit de chercher le point de vue au kilomètre 4,8, d'où l'on pouvait voir High Knob au loin. Ethan a levé les yeux de son livre juste assez longtemps pour me demander si j'avais déjà vu un ours. J'ai dit oui, de nombreuses fois, surtout de loin. Il a demandé s'ils étaient dangereux. J'ai dit seulement si on les surprenait ou si on se mettait entre une mère et ses petits. Et même dans ce cas, il voulait généralement juste s'en aller. Il a hoché la tête et retourné à son livre. Son père, Travis, m'a remercié pour la démonstration sur la sécurité des feux de camp que j'avais faite la veille. A dit que Claire parlait de s'mores depuis le matin. Une conversation normale. La routine. Je n'ai pas mentionné les empreintes parce que je ne voulais pas leur faire peur pour ce qui n'était probablement rien. J'ai rejoué ce choix 1 millier de fois. Les choses que j'aurais dû dire. Les avertissements que j'aurais dû donner. L'après-midi s'est déroulé sans incident. Je suis descendu au bureau du district. J'ai déposé mes rapports du matin, récupéré de nouvelles piles pour ma lampe frontale et un remplacement pour le protège-écran fissuré de mon téléphone. À 16 h, j'étais de retour au camping garé sur l'aire de jour près du départ du sentier, rattrapant mes emails sur mon ordinateur portable grâce au faible signal du point d'accès mobile que je gardais dans le pick-up. Le soleil était encore haut, filtrant à travers la canopée des épicéas en faisceaux de lumière dorée qui transformaient le sol de la forêt en un patchwork de clarté et d'ombre. Un groupe d'adolescents de l'emplacement 5 jouait au frisbee dans la clairière près des toilettes sèches, leur rire se propageant dans le vallon. Tout semblait sûr, contenu, prévisible. À 17h30, j'ai remarqué l'odeur pour la première fois. Elle n'était pas forte, juste une légère anomalie flottant sur la brise qui descendait du vallon. Quelque chose d'organique et de pourri, comme un animal mort en décomposition dans les sous-bois, mélangé à une odeur de musc qui me rappelait l'étable des chèvres à la foire du comté. J'ai parcouru le périmètre du camping, essayant de localiser la source, vérifiant sous les structures des toilettes sèches et autour de l'enclos des bennes à ordures, mais je n'arrivais pas à la cerner. Elle devenait plus forte pendant quelques secondes, puis s'estompait complètement, puis revenait d'une direction différente. Des changements de vent, me suis-je dit. Quelque chose est mort en amont et l'odeur descend avec l'air du soir. Un cerf, peut-être. Ou un raton laveur qui s'est fait percuter par une voiture sur la route forestière et s'est traîné pour mourir. J'ai noté de vérifier le bord de la route le matin. À 18 h, les familles commencèrent leur routine du soir. Les feux de camp s'allumaient un par un, l'odeur de charbon de bois et d'allume-feu se mélangeant à la fumée de pain. Les adolescents de l'emplacement 5 grillaient des hot-dogs. Le couple de l'emplacement 7 avait installé une radio portable qui jouait du bluegrass à faible volume. Les Brewers organisaient à leur dîner des pâtes avec une sauce en bocal, le genre de repas simple et facile à préparer sur un réchaud. Ethan et Claire étaient censés ramasser du bois de chauffage, mais ils lançaient surtout des bâtons sur un tronc d'arbre pour voir qui pouvait atteindre la cible qu'ils avaient marquée avec du ruban adhésif. Je les ai observés 1 minute depuis mon pick-up, la façon dont les enfants transforment tout en jeu, et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. C'était pour ça que j'aimais ce travail. Pas la paperasse, ni les protocoles ou les rapports d'incidents, mais ça, des familles se créant des souvenirs dans les bois, des enfants apprenant à apprécier la forêt, le simple plaisir d'un feu de camp sous les étoiles. J'ai appelé la base à 18h15 pour confirmer ma position et mon statut. Ils ont accusé réception, m'ont dit de profiter de la soirée tranquille et ont terminé la communication. Le soleil se couchait derrière la crête à l'ouest, colorant le ciel d'orange et de violet, les ombres dans le vallon s'assombrissant en un bleu marine. J'ai décidé de rester jusqu'à 21 h, m'assurer que tous les feux de camp étaient d'eau sous contrôle, puis de retourner au poste des Rangers pour la nuit.
La première pierre a heurté le toit de mon pick-up à 19h47. Je connais l'heure exacte parce que j'ai vérifié ma montre quand j'ai entendu l'impact, un craquement sec comme un coup de feu qui m'a fait renverser du café sur le devant de ma chemise d'uniforme. Je suis sorti, j'ai balayé la zone du regard. Je n'ai rien vu. La pierre était par terre à côté du pneu côté conducteur. Une pierre de rivière lisse, de la taille d'une balle de softball. Le genre qu'on trouve dans le lit du ruisseau. Je l'ai ramassé, senti son poids et regardé vers la lisière de la forêt. Aucun mouvement, aucun bruit à part le crépitement des feux de camp et un enfant qui demandait une autre guimauve. J'ai fait lentement le tour de mon pick-up, vérifiant le toit pour les dommages. Juste une petite bosse dans la tôle, rien de critique. Et j'ai essayé de déterminer la trajectoire. Elle venait du nord-est, de la direction du sentier, de la forêt dense au-delà des limites du camping où les épicéas poussaient serrés et le sous-étage était un enchevêtrement de chablis et de fougères. Ça aurait pu être un écureuil qui l'avait délogé d'un arbre. Sauf que les écureuils ne lancent pas des pierres de la taille d'une balle de softball avec assez de force pour cabosser de l'acier. Ça aurait pu être un gamin avec un lance-pierre, sauf que je ne voyais aucun enfant près de la lisière et que l'angle était mauvais. Je suis resté là, la pierre à la main, sentant le premier doigt froid de l'inquiétude me parcourir l'échine, et je me suis dit que je surréagissais. Les éboulements, ça arrive. Les arbres perdent des branches. La forêt est pleine de choses qui bougent, se déplacent et tombent sans malice ni intention. La deuxième pierre a frappé à 20 heures, à 5 mètres de l'endroit où je me tenais, heurtant le gravier avec un son de marteau frappant la pierre. Celle-ci était plus grosse, de la taille d'un pamplemousse, et elle n'a pas rebondi. Elle a juste frappé et s'est légèrement enfoncée dans la terre battue. Je me suis retourné vivement vers la lisière de la forêt, ma main allant instinctivement au spray anti-ours sur ma ceinture, et j'ai appelé. « Hé! Il y a quelqu'un ?» Ma voix semblait fluette dans l'obscurité grandissante, avalée par la forêt avant d'avoir pu porter. Pas de réponse. Les feux de camp semblaient soudain lointains, les familles absorbées par leur dîner et leur routine du soir, inconscientes de tout. J'ai sorti ma lampe de poche de ma ceinture, l'ai allumée, balayé la lisière avec le faisceau. Rien que des troncs d'épicéas et des ombres, le sous-bois trop épais pour voir à plus de 3 mètres. Ma radio a grésillé, une explosion de bruit blanc qui m'a fait sursauter puis s'est tue. J'ai appuyé sur le micro. Base, ici 3-7. Soyez avisés que j'observe une possible activité animale au camping de Seneca Creek. Des pierres sont jetées ou déplacées depuis la lisière de la forêt. J'enquête. Terminé. La réponse est revenue hachée, le signal coupant. 3, reçu, soyez prudents, rapportez. Je leur ai demandé de répéter, mais n'ai eu que des parasites. Le vallon était connu pour ses zones mortes, les crêtes bloquant la ligne de mire vers les répéteurs, et j'avais déjà perdu la communication. Je suis passé sur le canal d'urgence, j'ai réessayé, même résultat. Mon téléphone n'affichait aucun signal, ce qui était prévisible. J'étais seul, jusqu'à ce que je puisse atteindre un terrain plus élevé, ou attendre que le signal revienne. J'ai décidé de faire une vérification du périmètre, de longer la limite du camping et de chercher des signes de ceux qui jetaient les pierres. Les ours noirs jettent parfois des pierres quand ils sont frustrés ou agités, et les wapitis grattent le sol et projettent de la terre, mais cela semblait différent. Les impacts étaient trop précis, trop dirigés. J'ai commencé par le coin nord-est, avançant lentement le long de la lisière, ma lampe de poche dans la main gauche et ma main droite reposant sur le spray anti-ours. Les familles s'installaient pour la nuit maintenant. Les feux de camp faiblissaient, les voix baissaient en murmures. Je suis passé devant l'emplacement 3, où la famille de Morgantown avait déjà ses enfants dans leur sac de couchage à l'intérieur de la tente. Passé l'emplacement 5, où les adolescents racontaient des histoires de fantômes avec des lampes de poche sous leur menton. Passé l'emplacement 7,
où le couple plus âgé était assis sur des chaises pliantes, se tenant la main regardant les étoiles apparaître. Normal? Sûr. Je n'arrêtais pas de me le répéter comme un mantra contre le sentiment grandissant que quelque chose m'observait depuis l'obscurité au-delà de ma lumière. À l'emplacement 12, les brewers nettoyaient après le dîner, Travis frottant la casserole de pâtes à la pompe à main pendant qu'Angela préparait les enfants pour le coucher. Ethan m'a vu arriver et m'a fait un signe de la main. J'ai répondu, essayé de rendre mon sourire convaincant, et j'ai continué à avancer. L'odeur m'a de nouveau frappé près des toilettes sèches, plus forte cette fois, si forte que j'ai dû respirer par la bouche. Viande en décomposition et fourrure mouillée et autre chose. Quelque chose de sauvage et de musqué qui faisait hurler à mon cerveau reptilien des avertissements pour lesquels je n'avais pas de mots. J'ai fait le tour de la structure des toilettes, vérifié derrière, en dessous où les réservoirs à déchets reposaient sur des dalles de béton. Et je n'ai rien trouvé. L'odeur semblait venir de partout et de nulle part, flottant sur la brise qui soupirait à travers la canopée des épicéas. J'étais sur le point de rebrousser chemin quand je l'ai entendu. Des coups sur du bois dans la forêt, 3 craquements secs comme si quelqu'un frappait un tronc d'arbre avec une batte de baseball. Je me suis figé, à l'écoute. Silence, à l'exception des feux de camp et du murmure lointain du ruisseau. Puis une autre série de coups, plus loin cette fois, vers l'est. Je les ai comptés, 5 coups, délibérés, espacés régulièrement. J'ai pris ma radio, essayé de le signaler, n'ai obtenu que des parasites. Mon cœur faisait quelque chose de compliqué dans ma poitrine, un rythme qui semblait à la fois trop rapide et trop lent. Je savais ce qu'étaient les coups sur le bois. J'avais entendu les histoires, le folklore, les passionnés de cryptides qui venaient dans les forêts nationales avec du matériel d'enregistrement et des théories grandioses. J'avais toujours rejeté ça comme une chimère. Des gens entendant ce qu'ils voulaient entendre, interprétant les bruits normaux de la forêt comme la preuve de quelque chose de mystérieux. Mais debout là, dans le noir, avec l'odeur de pourriture dans les narines et le son de ces coups délibérés résonnant dans le vallon, je n'en étais plus si sûr. Je suis retourné à mon pick-up. J'ai pris le Mossberg calibre 12 du râtelier à fusil verrouillé et je l'ai chargé avec 3 cartouches de chevrotine. Le protocole disait que les armes à feu n'étaient que pour les animaux sauvages dangereux, en dernier recours après l'échec du spray anti-ours et des avertisseurs sonores. Mais le protocole disait aussi de faire confiance à son instinct. Et en ce moment, mon instinct hurlait. J'ai engagé une cartouche dans la chambre, mis la sécurité et passé le fusil en bandoulière. Puis j'ai pris ma radio portable. Je suis passé sur le canal secondaire et j'ai essayé une fois de plus de joindre la base. À toutes les unités, ici Ranger 37 au camping de Seneca Creek, j'ai une situation code jaune, possible activité d'un animal sauvage dangereux, demande de renfort dès que possible, terminé. Parasite, bruit blanc. Rien. Je suis resté là, à côté de mon pick-up, à peser mes options. Je pouvais partir, conduire jusqu'à un endroit où le signal était meilleur, appeler des renforts de là-bas. Mais cela signifierait laisser le camping sans protection, laisser cette famille seule dans le noir avec ceux qui jetaient des pierres et frappaient sur les arbres. Je pouvais réveiller tout le monde, les faire évacuer vers leur véhicule, mener un convoi en bas de la montagne. Mais sur la base de quoi? D'odeurs étranges et de sons bizarres, je passerais pour un paranoïaque. Et pire, je traumatiserais une bande de gamins pour ce qui n'était peut-être rien de plus qu'un ours effrayé et du bois mort qui tombe. J'ai décidé de rester, de surveiller, d'être prêt. C'est à cette décision que j'ai le plus repensé. Le moment où j'ai décidé que je pouvais gérer ce qui se passait, que j'étais préparé, que ma formation, mon équipement et mon expérience seraient suffisants. À 21h, les feux de camp ont commencé à s'éteindre. Les familles se retiraient dans leurs tentes, fermaient les doubles toits, s'installaient pour la nuit. Le couple de l'emplacement 7 a couvert son feu et a disparu dans son camping-car.
Les adolescents de l'emplacement 5 étaient encore réveillés, leur voix portant à travers le camping par éclats de rire, mais même eux se calmaient. J'ai fait une dernière ronde, rappelé à tout le monde de sécuriser leur nourriture et de garder leurs lampes de poche à portée de main. Et je me suis arrêté une dernière fois à l'emplacement 12. Travis était à l'extérieur de la tente, organisant son équipement sur la table de pique-nique. J'ai demandé si tout allait bien, s'ils avaient besoin de quelque chose. Il a dit que tout allait bien, qu'Ethan et Claire dormaient déjà, qu'Angela lisait avec une lampe frontale. J'ai failli lui dire à ce moment-là, failli dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la forêt ce soir, que vous devriez plier bagages et partir, mettre votre famille en sécurité. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri, lui ai souhaité une bonne nuit et suis retourné à mon pick-up. La dernière chose que Travis m'a dite, c'est « Fais attention à toi, David ». J'ai dit que je le ferais. Je me suis trompé là-dessus aussi. Je me suis assis dans mon pick-up, les vitres entr'ouvertes, le Mossberg sur mes genoux, écoutant la forêt s'installer dans ses rythmes nocturnes. Le camping est devenu silencieux. Les dernières voix se sont tues, les dernières lampes de poche se sont éteintes. À 22 heures, les seuls bruits étaient le murmure du ruisseau sur les pierres et le doux soupir du vent dans les épicéas. J'ai réessayé la radio, n'ai rien obtenu et me suis résigné à une longue nuit. Mon plan était simple, rester alerte, surveiller le périmètre, répondre immédiatement à tout problème. J'avais un thermos de café, un sachet de fruits secs et le fusil à pompe. J'étais un ranger formé avec 6 ans d'expérience dans le système des forêts nationales. J'avais eu affaire à des ours agressifs, des randonneurs perdus, des disputes conjugales dans les campings, des adolescents ivres avec des feux d'artifice et un incident mémorable impliquant une maman orignale et un photographe qui ne comprenait pas la notion d'espace personnel. Je pouvais gérer ça. À 22h30, j'ai entendu du mouvement dans les broussailles au-delà des limites du camping. Quelque chose de grand se frayant un chemin dans le sous-bois. Je suis sorti de mon pick-up, lampe de poche à la main, et j'ai balayé la lisière de la forêt avec le faisceau. Rien vu. J'ai crié « Hey, montrez-vous !» Rien. Le mouvement s'est arrêté. J'ai attendu, respirant par la bouche, à l'écoute. L'odeur est revenue, épaisse et écœurante, et avec elle un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un grognement bas et guttural, presque comme une respiration mais plus profonde, plus résonnante, vibrant dans ma poitrine. C'était proche, très proche. Peut-être à 30 mètres dans la lisière, caché dans l'enchevêtrement de rhododendrons et de chablis où ma lumière ne pouvait pas atteindre. J'ai reculé vers mon pick-up, ma main se resserrant sur la lampe de poche, et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Pas clairement. Pas assez pour être sûr. Juste une forme se déplaçant entre 2 troncs d'épicéas, massive et sombre. Plus grande que n'importe quel ours, plus grande que n'importe quel homme, passant d'une parcelle d'ombre à l'autre avec une fluidité qui semblait impossible pour quelque chose de cette taille. J'ai levé ma lampe de poche. J'ai essayé de l'attraper dans le faisceau, mais elle avait disparu, évanouie. Comme si elle n'avait jamais été là. Mes mains tremblaient comme maintenant, l'adrénaline se déversant dans mon sang, ma formation me hurlant de battre en retraite, de monter dans le pick-up, de partir. Mais je ne pouvais pas partir. Les familles étaient toujours là, dormant toujours, toujours vulnérables. J'ai pris ma radio, essayé une dernière fois d'appeler des renforts, et j'ai obtenu les mêmes parasites. Puis j'ai entendu Ethan crier, pas un cri de jeu, pas un cri de cauchemar, un cri de terreur, brut et primal, le son qu'un enfant fait quand il se retrouve face à quelque chose que son cerveau ne peut pas traiter. J'ai couru vers l'emplacement 12, le Mossberg cognant contre mon dos, le faisceau de ma lampe de poche rebondissant sauvagement à travers le camping. J'entendais Travis crier, Angela pleurer, Claire sangloter. J'ai tourné au coin des toilettes sèches et j'ai vu la tente Coleman bleue illuminée par la faible lueur d'une lampe frontale à l'intérieur. Les ombres de la famille bougeant frénétiquement.
Travis était à moitié sorti de la tente, le visage blanc, pointant du doigt vers la lisière de la forêt. « Il y avait quelque chose juste là », a-t-il haleté quand je l'ai atteint. « Juste là, David. » Ethan l'a vu regarder dans la tente. J'ai balayé la zone qu'il indiquait avec ma lampe de poche. N'ai vu que la forêt et l'obscurité. Qu'est-ce qu'il a vu? Travis a secoué la tête. Ses mains tremblaient. Il a dit que ça avait des yeux jaunes. Il a dit que c'était plus grand que la tente, que ça respirait sur le double toit. À l'intérieur de la tente, Angela tenait les 2 enfants. Ethan pleurant silencieusement, le visage enfoui dans l'épaule de sa mère, Claire hoquetant à travers ses sanglots. Je voulais leur dire que c'était un ours, que c'était probablement juste un ours noir curieux qui inspectait le campement. Mais les mots sont morts dans ma gorge, parce que j'avais vu la forme dans les arbres, et je savais que ce n'était pas un ours. J'ai dit « Restez tous à l'intérieur de la tente, je vais vérifier le périmètre. Verrouillez votre voiture, gardez les clés en main. Si je vous dis de courir, vous courez directement à votre véhicule et vous partez. Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. Compris ?» Travis a hoché la tête, le visage sombre, et je pouvais le voir faire des calculs, peser le danger que courait sa famille par rapport à la confiance qu'il avait en moi pour les protéger. Je n'ai pas attendu sa décision. Je me suis retourné vers la lisière, j'ai enlevé le Mossberg de mon épaule et j'ai retiré la sécurité. J'ai avancé vers l'endroit que Travis avait indiqué, me déplaçant lentement, le fusil levé, ma lampe de poche montée sur le canon avec un interrupteur que je pouvais déclencher avec ma main de support. L'odeur était écrasante ici, assez épaisse pour la goûter, et le sol était perturbé. Des traces fraîches dans la terre meuble, les mêmes empreintes impossibles que j'avais vues au passage du ruisseau ce matin-là. Je les ai suivies sur 5 mètres dans la lisière, et je me suis arrêté parce qu'elle s'arrêtait net. Pas effacée, pas obscurcie par le sous-bois, juste terminée, comme si ce qui les avait faites s'était envolé. Je suis resté là, ma lumière balayant le sol de la forêt, essayant de comprendre ce que je voyais. Derrière moi, j'ai entendu Travis faire monter sa famille dans leur SUV, les portes claquer, le moteur démarrer. « Bien !» ai-je pensé. « Fais-les sortir d'ici, mets-les en sécurité. » J'étais sur le point de me retourner quand j'ai entendu l'arbre trembler. Violemment, délibérément, un épicéa à une quinzaine de mètres, secoué comme si quelque chose de massif avait attrapé le tronc et le secouait d'avant en arrière. J'ai tourné le fusil, j'ai visé vers le mouvement et j'ai crié « Montrez-vous, je suis armé !» Les secousses se sont arrêtées. Silence. Puis un autre arbre a commencé à trembler, celui-ci plus proche, peut-être à 10 mètres, et j'ai réalisé avec une secousse de peur nauséeuse qu'il me contournait, se déplaçant à travers la forêt en utilisant les arbres comme repère, me testant, m'observant, attendant. J'ai reculé vers le camping gardant ma lumière et mon arme pointée sur la lisière, mon pouls martelant dans mes oreilles. Je pouvais entendre d'autres familles s'agiter maintenant, des voix s'élevant, demandant ce qui se passait. Les adolescents de l'emplacement 5 étaient hors de leur tente, pointant la lumière de leur téléphone vers la forêt. Le couple plus âgé de l'emplacement 7 avait la porte de son camping-car ouverte, la lumière intérieure se déversant à l'extérieur. Je voulais dire à tout le monde de rester calme, de rester à l'intérieur, mais ma voix semblait coincée dans ma gorge. J'ai atteint la clairière, me suis adossé à mon pick-up et j'ai balayé la lisière avec ma lumière. Rien, aucun mouvement, aucun bruit. L'odeur s'estompait, remplacée par l'odeur nette des épicéas et de l'eau du ruisseau. C'était comme si ce qui avait été là avait décidé de partir, de se retirer, d'attendre. Je suis resté là pendant 5 bonnes minutes, mon doigt reposant sur le pontet, mon souffle court, avant de baisser le fusil et d'engager la sécurité. Travis s'est arrêté à côté de moi dans son SUV, la vitre baissée, sa famille à l'intérieur, l'air effrayé mais en sécurité. « On s'en va », a-t-il dit. Je ne sais pas ce que c'était, mais on ne reste pas.
J'ai hoché la tête. C'est intelligent. Allez au bureau du district. Dites-leur d'envoyer des renforts. Dites-leur que le Ranger Hess a besoin d'une assistance immédiate au camping de Seneca Creek. Il a hoché la tête, a commencé à remonter la vitre, puis s'est arrêté. Ethan a dit que ça avait un visage. Il a dit que ça l'avait regardé à travers la moustiquaire et que ça avait un visage comme une personne mais anormal. Il a dit que ses yeux reflétaient la lampe frontale comme un animal. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Travis n'a pas attendu de réponse. Il est parti, ses feux arrière disparaissant sur la route d'accès. À 23 heures, j'avais convaincu la plupart des familles restantes de plier bagages et de partir. Les adolescents ont eu besoin d'être un peu persuadés, pensant que je surréagissais, mais quand je leur ai montré les empreintes dans le faisceau de ma lampe de poche, ils ont vite changé d'avis. Le couple de l'emplacement 7 a refusé de partir, disant qu'il campait dans ces bois depuis 3 décennies et qu'il n'allait pas se laisser chasser par une nuit étrange. Je leur ai dit de garder leurs portes verrouillées, de garder leur téléphone chargé, de m'appeler si quoi que ce soit se passait. Ils ont promis de le faire. À 23h30, le camping était presque vide. Juste moi, le couple dans le camping-car, et le silence oppressant de la forêt qui se refermait de tous côtés. Je suis remonté dans mon pick-up, j'ai réessayé ma radio, et cette fois, j'ai réussi à passer. Le signal était faible, coupant, mais j'ai réussi à signaler un code jaune et à demander des renforts. La base a accusé réception, a dit qu'ils enverraient une unité à la première heure le matin, qu'il n'y avait personne de disponible ce soir. J'ai demandé s'ils pouvaient contacter le bureau du shérif, peut-être faire passer un adjoint. Ils ont dit qu'ils essaieraient sans promesse. La connexion a coupé avant que je puisse répondre. Je suis resté assis là, la tête contre le volant, épuisé et sur les nerfs en même temps, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quelque chose était dans la forêt, quelque chose de grand, d'intelligent et de territorial, quelque chose qui se déplaçait comme s'il savait qu'il était observé et s'en fichait, quelque chose qui avait regardé dans la tente d'Ethan Brewer avec des yeux qui reflétaient de la lumière. J'aurais dû partir. C'est ce que toute personne rationnelle aurait fait, sécuriser la zone du mieux que je pouvais, me replier en lieu sûr, attendre les renforts. Mais je n'arrêtais pas de penser au couple de l'emplacement 7, à leur foi en la forêt qu'ils aimaient depuis 30 ans, à la façon dont ils me faisaient une confiance pour les protéger. Je ne pouvais pas les abandonner. Alors je suis resté. J'ai bu du café du thermos, mangé une barre protéinée sans en sentir le goût, et j'ai commencé une rotation de surveillance. Toutes les heures, je faisais une vérification complète du périmètre avec le fusil et la lampe de poche, puis je retournais à mon pick-up pour me réchauffer et documenter ce que je voyais. À 1h du matin, j'ai trouvé d'autres empreintes près du ruisseau, des fraîches, menant en amont vers la section de la forêt que j'avais marquée comme interdite à cause d'un pont endommagé. À 2h, j'ai de nouveau entendu des coups sur du bois, lointains cette fois, venant de la crête à l'est. À 3h, l'odeur est revenue, si forte que j'ai dû lutter contre l'envie de vomir. Je me tenais près des toilettes sèches, ma lampe de poche balayant la lisière, quand j'ai de nouveau entendu la respiration. Ce grognement bas et guttural, incroyablement proche, comme si ce qui faisait ce bruit se tenait juste au-delà de la portée de ma lumière. J'ai levé le fusil, mon doigt glissant du pontet à la détente, et j'ai appelé. « Je sais que vous êtes là, je vous entends. Montrez-vous. » La respiration s'est arrêtée. Pendant 10 secondes, 15, 20. Il n'y a eu que le son de mon propre pouls et le murmure lointain du ruisseau. Puis une pierre a volé hors de l'obscurité et a heurté le sol à 1,50 m de l'endroit où je me tenais, impactant avec assez de force pour projeter du gravier sur mes bottes. J'ai tiré dans la lisière sans réfléchir, le fusil cognant contre mon épaule, le flash de la bouche me rendant momentanément aveugle. La détonation a résonné dans le vallon et j'ai entendu le couple de l'emplacement 7 crier
demandant si j'allais bien. J'ai répondu que j'allais bien, de rester à l'intérieur, et j'ai rechargé. Mes oreilles bourdonnaient. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir l'arme stable. J'ai attendu une réponse. Un cri, un rugissement. Le bruit de quelque chose s'écrasant à travers le sous-bois. Mais il n'y a rien eu. La forêt était devenue complètement silencieuse, comme si chaque être vivant à 1 kilomètre à la ronde avait décidé de retenir son souffle. Je me suis éloigné de la lisière, gardant le fusil levé, et j'ai failli trébucher sur une racine. Le faisceau de ma lampe de poche sautait follement maintenant, attrapant des fragments d'arbres et d'ombres et rien qui n'ait de sens. J'ai atteint mon pick-up, suis monté à l'intérieur, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assis là à respirer fort, essayant de me convaincre que j'avais fait ce qu'il fallait. Un tir de semonce. C'est ce que je dirais à l'enquêteur plus tard. Un tir de semonce pour effrayer un animal sauvage agressif. Sauf que je savais, même à ce moment-là, que ce n'était pas un animal sauvage. À 4 heures du matin, je l'ai revu, plus clairement cette fois. Il se tenait à la lisière de la clairière près de l'emplacement 3, partiellement masqué par un tronc d'épicéa, et il m'observait. Je pouvais voir la forme de sa tête, massive et arrondie, reposant sur des épaules plus larges que celles de n'importe quel humain. Je pouvais voir la longueur de ses bras, pendant au-delà de l'endroit où ses genoux devraient être. Je pouvais voir la façon dont il se balançait légèrement, comme s'il respirait, réfléchissait, décidait quoi faire ensuite. J'ai attrapé ma lampe de poche, l'ai pointée directement sur la silhouette et l'ai mise en plein phare. Pendant 3 secondes, je l'ai vu entièrement. La lumière a frappé son visage et j'ai vu des yeux enfoncés et réfléchissants, captant le faisceau comme ceux d'un animal mais anormaux, trop écartés, trop intelligents. J'ai vu un visage couvert de poils sombres, une arcade sourcilière qui ombrageait ses yeux. Un nez plat et large, des lèvres retroussées pour révéler des dents. Je l'ai vu lever une main massive comme pour protéger son visage de la lumière, et j'ai vu des doigts trop longs, terminés par des ongles qui ressemblaient non plus à des griffes. Puis il s'est tourné et a disparu dans la forêt, se déplaçant avec une vitesse qui semblait impossible pour quelque chose de cette taille, parti avant que je puisse traiter ce que je voyais. Je suis resté figé, ma main tenant toujours la lampe de poche, mon cerveau essayant de concilier l'image avec tout ce que je savais du monde naturel. Les ours ne ressemblent pas à ça. Les humains ne ressemblent pas à ça. Rien ne ressemble à ça. Ma radio a soudainement grésillé, me faisant sursauter, et une voix est passée, claire et stable. 3-7, ici la base, vous me recevez? Terminé. J'ai attrapé la radio, appuyé sur le micro avec des mains tremblantes. Base, je vous reçois, j'ai besoin de renforts immédiats au camping de Seneca Creek. J'ai une observation confirmée d'un grand animal, potentiellement dangereux. Demande d'unités supplémentaires. Terminé. 3-7. Pouvez-vous décrire l'animal? J'ai ouvert la bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Qu'allais-je dire? J'ai vu quelque chose qui ressemblait au monstre folklorique que les gens signalent depuis des décennies. J'ai vu quelque chose qui ne devrait pas exister. J'ai dit « Grand primate, environ 2,40 m à 2,70 m, bipède, comportement agressif. » J'ai déchargé mon arme en guise d'avertissement. Le camping est principalement évacué. Terminé. Il y a eu une longue pause, puis 3-7, restez en attente. Nous contactons la gestion de la faune et le bureau du shérif. N'engagez plus le contact. Confirmez que vous êtes dans un endroit sûr. Terminé. J'ai confirmé, terminé la communication et me suis rassied sur mon siège, tout mon corps tremblant sous l'effet de la chute d'adrénaline. Le reste de la nuit s'est écoulé dans un brouillard de peur et d'épuisement. Je suis resté dans mon pick-up, les portes verrouillées, le fusil sur mes genoux, les vitres juste assez entr'ouvertes pour laisser passer l'air. Je pouvais l'entendre se déplacer dans la forêt, encerclant le camping, testant le périmètre.
parfois proche, parfois distant, mais toujours là. Toujours présent. Les coups sur le bois ont continué, des motifs irréguliers qui semblaient être une communication, comme s'il signalait à d'autres, ou marquait son territoire, ou faisait quelque chose que je n'avais pas le contexte pour comprendre. À 5h30, alors que le ciel commençait à passer du noir au bleu profond, les bruits se sont arrêtés. L'odeur s'est estompée. Le sentiment oppressant d'être observé s'est levé, et la forêt est lentement revenue à la vie. Des oiseaux qui chantaient, des écureuils qui jacassaient, la symphonie normale de l'aube. Je suis sorti de mon pick-up sur des jambes qui semblaient en caoutchouc et j'ai fait une dernière vérification du périmètre à la lumière naissante. J'ai trouvé d'autres empreintes près du ruisseau, trouvé des branches cassées à des hauteurs qu'aucun ours ne pouvait atteindre. Trouvé de la terre retournée là où quelque chose de massif s'était tenu et avait attendu. Le couple de l'emplacement 7 est sorti de son camping-car, pâle et secoué, et a dit qu'il partait finalement. Ils avaient entendu le coup de feu, entendu le mouvement, senti l'odeur. Ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était, mais ils savaient que ce n'était pas naturel. Je les ai aidés à faire leur bagage, me suis excusé d'avoir gâché leur voyage annuel, et les ai regardés s'éloigner. À 6h, j'étais seul dans le camping, assis sur le haillon de mon pick-up, attendant des renforts dont je savais qu'ils ne me croiraient pas en mopat. L'adjoint du shérif est arrivé à 7h15. Un jeune type nommé Matthews qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il a pris ma déposition, photographié les empreintes, ramassé la douille de fusil usagée et a contacté son superviseur par radio. Je pouvais entendre le scepticisme dans sa voix, la neutralité prudente que les flics utilisent quand ils pensent comment que vous mentez ou que vous êtes fou. Il m'a demandé si j'avais bu. J'ai dit non. Il m'a demandé si je prenais des médicaments qui pourraient affecter mon jugement. J'ai dit non. Il m'a demandé si j'avais déjà eu des expériences comme celle-ci auparavant. J'ai dit non, et je pouvais le voir prendre des notes, construire un dossier de témoins non fiables, d'hallucinations induites par le stress, de surréactions probables à une faune normale. L'enquêtrice du Forest Service est arrivée à 8h30. Une femme nommée Carlson qui travaillait dans les forêts nationales depuis 20 ans. Elle était plus professionnelle, plus minutieuse, mais je pouvais voir le même doute dans ses yeux. Elle a mesuré les empreintes, pris des échantillons de sol, examiné les branches cassées et a parcouru le périmètre avec moi pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Elle a écouté sans interrompre, a pris des notes détaillées et a dit qu'il traiterait tout et ferait un suivi. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait que c'était. Elle a dit « Probablement un ours noir. Ils peuvent devenir assez grands, et dans la pénombre, de loin, ils peuvent avoir l'air presque humains quand ils se tiennent debout. » J'ai dit « Ce n'était pas un ours. » Elle a dit « Je comprends que vous le croyiez. » C'est à ce moment-là que j'ai su que personne n'allait prendre ça au sérieux. Ils m'ont renvoyé chez moi en congé administratif cet après-midi-là, m'ont dit de me reposer, de parler au conseiller du programme d'aide aux employés, de prendre un peu de temps avant de retourner au service. Je suis rentré à mon appartement à Elkins, mon avant-bras droit commençant à me faire mal à force de serrer le volant, et j'ai passé les 3 jours suivants à rejouer chaque moment dans ma tête. J'ai essayé de donner un sens à ce que j'avais vu, de trouver une explication rationnelle, de me convaincre que Carlson avait raison et que c'était juste un ours. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce visage dans le faisceau de la lampe de poche, ses yeux me regardant avec une intelligence qu'aucun animal ne devrait avoir. Le 4e jour, Angela Brewer m'a appelé. Elle avait eu mon numéro grâce au rapport d'incident, voulait savoir si je pouvais parler à Ethan. Il ne dormait pas bien, a-t-elle dit. Il n'arrêtait pas de faire des cauchemars sur des yeux jaunes et quelque chose qui respirait sur la tente. Le thérapeute qui lui avait fait voir avait suggéré que me parler pourrait l'aider, entendre un adulte confirmer que ce qu'il avait vu était réel. Je les ai rencontrés dans un dîner à Davis.
un petit endroit près de la route 32 où la serveuse connaissait la commande de tout le monde avant qu'il ne s'assoie. Ethan avait l'air mince et pâle, des cernes sous les yeux, picorant une assiette de frites qu'il ne mangeait pas. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui et d'Angela. J'ai commandé un café que je ne voulais pas et j'ai essayé de trouver quoi dire. « Je l'ai vu aussi », lui ai-je finalement dit. « Ce que tu as vu à l'extérieur de ta tente. » « Je l'ai vu. » Il a levé les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts, désespéré d'être validé. « C'était quoi ?» J'ai secoué la tête. « Je ne sais pas. Quelque chose de grand, quelque chose qui ne devrait pas être là. » La police a dit que c'était un ours. Je sais, ils m'ont dit la même chose. Mais ce n'était pas un ours, n'est-ce pas? J'ai jeté un coup d'œil à Angela qui me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. De l'espoir, peut-être, ou de la peur, ou le soulagement épuisé d'un parent qui veut juste que son enfant se sente à nouveau en sécurité. J'ai dit « Non, Ethan, ce n'était pas un ours. » Il a hoché lentement la tête, comme si je venais de confirmer quelque chose qu'il savait depuis le début mais qu'il avait eu peur d'exprimer. Mes amis à l'école ne me croient pas. Ils pensent que j'ai inventé. Ils pensent que je mens. Tu ne mens pas. Comment tu le sais? Parce que j'ai vu ce que tu as vu. Et je ne mens pas non plus. Il est resté silencieux un moment, poussant une frite dans son assiette. Puis il a dit « Mon père dit qu'on déménage à Cincinnati. Il dit que c'est pour son travail, mais je sais que c'est à cause de ce qui s'est passé. Il ne veut plus rester en West Virginia. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. Angela a tendu la main sur la table, a brièvement serré la mienne et a dit « Merci de nous avoir rencontrés. Je sais que ce n'est pas facile. » J'ai dit que ce n'était pas un problème, que j'étais content de pouvoir aider et je le pensais. Mais assis là, à regarder Ethan essayer de traiter ce qui s'était passé, à le regarder lutter avec le fait que les adultes de sa vie soit ne le croyaient pas, soit ne pouvaient pas le protéger, j'ai ressenti un poids écrasant d'échec. 2 semaines plus tard, j'étais de retour au travail, affecté au travail de bureau pendant que l'enquête se terminait. Ils m'ont blanchi de tout acte répréhensible concernant l'usage de l'arme, utilisation justifiée de la force pour dissuader une faune agressive. Mais ont recommandé une évaluation d'aptitude au service avant de retourner sur le terrain. J'ai suivi le mouvement, rencontré le conseiller, répondu à ses questions sur le stress et les mécanismes d'adaptation et lui ai dit que j'allais bien. Elle n'a pas semblé convaincue mais a quand même signé mon autorisation de retour. Le Forest Service a clos l'affaire avec un rapport qui attribuait l'incident à une probable activité d'ours noirs exacerbée par une mauvaise visibilité et des facteurs de stress environnementaux. Les empreintes étaient non concluantes. Les branches cassées étaient compatibles avec le comportement des wapitis. L'odeur provenait probablement d'une carcasse en décomposition que je n'avais pas réussi à localiser. Mon observation a été attribuée à une distorsion de la perception due au stress. Le témoignage d'Ethan a été noté mais rejeté comme compte-rendu d'un enfant témoin non fiable. Le Charleston Gazette Mail a publié son article en août, 2 mois après l'incident, avec cette photo d'Ethan tenant le Sasquatch en peluche et cette citation de sa mère sur son imagination débordante. Ils m'ont envoyé une copie de l'article avec une demande de commentaire. Je n'ai pas répondu. Qu'étais-je censé dire? Que l'enquête du Forest Service était fausse, que je savais ce que j'avais vu, que la vie d'un garçon de 12 ans avait été changée à jamais par quelque chose qui n'existait pas officiellement. Je suis retourné une fois au camping de Seneca Creek fin septembre, sur mon temps libre. L'endroit était vide, la saison touchant à sa fin, les trembles commençant à dorer sur le vert profond des épicéas. J'ai parcouru le périmètre, suivi le ruisseau jusqu'à l'endroit où j'avais vu les empreintes le premier matin. Et je me suis tenu à l'endroit exact où j'avais tiré le coup de semonce. La forêt était silencieuse, paisible, n'offrant aucune réponse. J'ai pensé à Ethan Brewer,
Je me suis demandé s'il s'adaptait à sa nouvelle vie à Cincinnati, si les cauchemars s'étaient arrêtés, s'il pensait encore à cette nuit. J'ai pensé aux familles que je n'avais pas réussi à protéger, au choix que j'avais fait de rester au lieu d'évacuer, à toutes les petites décisions qui avaient emmené à ces 3 secondes où je me suis tenu dans le faisceau de ma lampe de poche. Et j'ai vu quelque chose d'impossible. Mon bras a commencé à me faire mal. Cette douleur profonde et glaciale qui vient avec les changements de temps. Et j'ai réalisé qu'une tempête arrivait de l'ouest. Je suis remonté dans mon pick-up et j'ai descendu la montagne, retournant au bureau du district, à la pile de paperasse qui m'attendait sur mon bureau. Le travail continuait. La forêt continuait. La vie continuait. Mais j'étais différent maintenant, d'une manière que j'essaie encore de comprendre. Je ne dors plus bien. La plupart des nuits, je suis réveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, à écouter les bruits à l'extérieur de mon appartement, essayant de me convaincre que c'est juste le vent, un raton laveur ou le chat du voisin. J'ai commencé à garder le Mossberg à côté de mon lit, déchargé mais à portée de main, un talisman contre l'obscurité. Pendant la journée, je fais mon travail machinalement. Je remplis des rapports, j'inspecte des campings et je donne des exposés sur la sécurité à des groupes scolaires. Mais une partie de moi est toujours ailleurs, de retour dans ce vallon, debout à la lisière de la forêt avec une lampe de poche et un fusil à pompe et la certitude d'être dépassé. Les lésions nerveuses de mon avant-bras droit sont permanentes. Le chirurgien me l'a expliqué soigneusement, m'a montré les radios où l'on peut voir les 2 lignes de fracture, m'a dit que j'avais eu de la chance que les fragments n'aient pas migré dans les tissus mous. De la chance. J'ai encore la plupart des fonctions de ma main, encore une force de préhension décente, mais la motricité fine est compromise, et la douleur se réveille sans prévenir. La rééducation a aidé un peu, mais on ne peut pas faire grand-chose quand les nerfs eux-mêmes sont endommagés. Je me suis adapté. J'ai appris à écrire de la main gauche quand la droite fatigue, appris à gérer la douleur avec de la glace et de l'ibuprofène, appris à cacher le tremblement qui commence parfois quand je suis stressé ou que j'ai froid. La plupart des gens ne le remarquent pas. Ceux qui le font pensent probablement que c'est une blessure de guerre ou un accident de voiture, quelque chose de normal et d'explicable. Ils ne savent pas que c'est arrivé parce que j'ai voulu prendre ma radio au mauvais moment. C'est la partie que je n'ai pas encore expliquée, la partie que les rapports officiels survolent, la partie que seul Ethan a vue clairement. C'est arrivé la 2e nuit, 48 heures après la première rencontre, quand je pensais avoir compris le schéma et que je pensais pouvoir gérer ça seul. J'étais retourné à Seneca Creek contre les ordres, contre le bon sens, parce que j'avais besoin de savoir, besoin de comprendre ce qu'il y avait dans cette forêt, besoin de le documenter, besoin d'une preuve qui ferait croire les gens. Je me suis garé au camping juste avant le crépuscule, au même endroit que la fois précédente, et j'ai installé un véritable poste d'observation. J'avais mon téléphone chargé et prêt à enregistrer, mon appareil photo réflexe avec un téléobjectif, un enregistreur audio numérique fonctionnant en continu. J'avais le Mossberg et des munitions supplémentaires, du spray anti-ours et une corne de brume, un messager satellite pour les communications d'urgence. J'étais préparé, professionnel, en contrôle. Les premières heures ont été calmes. Juste moi et la forêt qui s'assombrissait et le souvenir de ce qui s'était passé à cet endroit exact 2 nuits auparavant. J'ai tout documenté, la température qui baissait, le vent qui changeait, l'odeur qui commençait à descendre de la crête. À 21 heures, j'ai entendu les coups sur le bois, le même schéma qu'auparavant, et je l'ai enregistré sur l'enregistreur audio. À 22 heures, j'ai vu du mouvement à la lisière et j'ai attrapé mon appareil photo, mais le temps que je fasse la mise au point, il avait disparu. À 23 heures, les pierres ont commencé. Pas jetées sur moi, pas encore, juste des impacts dans la clairière, se rapprochant progressivement comme si quelque chose testait mes réactions. Je suis resté dans mon pick-up, filmant à travers la vitre, narrant ce que je voyais dans mon téléphone.
C'est ça, ai-je pensé. C'est comme ça que je vais le prouver. C'est comme ça que je vais les faire croire. À 23h45, je l'ai vu clairement pour la deuxième fois, debout à la lisière de la clairière à une quarantaine de mètres, partiellement éclairé par le clair de lune filtrant à travers la canopée. J'ai levé l'appareil photo, fait la mise au point, commencé à prendre des photos. J'ai eu peut-être 10 clichés avant que la batterie ne meure. Morte, tout simplement, complètement, alors qu'elle était entièrement chargée 1 heure auparavant. J'ai vérifié le téléphone. Mort. J'ai vérifié l'enregistreur audio. Mort. J'ai vérifié le messager satellite. Mort. Chaque appareil électronique que j'avais apporté était tombé en panne simultanément, et j'étais assis dans le noir avec rien d'autre que le fusil à pompe, ma lampe de poche et un sentiment croissant d'effroi. C'est là que j'ai fait l'erreur. Je suis sorti du pick-up. Je ne sais pas à quoi je pensais. Peut-être que je pourrais m'approcher, peut-être que je pourrais mieux l'observer. Peut-être que ma présence le ferait fuir. J'ai fait 3 pas vers la lisière, ma lampe de poche dans la main gauche, et c'est là qu'il a bougé. Pas pour s'éloigner, vers moi. Vite, plus vite que tout ce qui a cette taille ne devrait pouvoir bouger. J'ai levé la lumière, l'ai attrapé dans le faisceau, et je l'ai vu clairement pour la 3e et dernière fois. 2,60 m, couvert de poils bruns foncés, des épaules et des bras massifs. Un visage qui semblait presque humain mais déformé, tordu, anormal. Et il était en colère. Je pouvais le voir dans sa façon de bouger, sa façon de montrer les dents, sa façon de combler la distance entre nous en 3 enjambées massives. J'ai essayé de tourner le fusil mais je n'étais pas assez rapide. Il a attrapé mon avant-bras droit d'une main, sa prise incroyablement forte, ses doigts s'enroulant complètement autour de mon bras, et il a serré. J'ai senti les os se briser avant de les entendre, 2 fractures distinctes, et la douleur était fulgurante et totale, irradiant dans mon bras, mon épaule, ma poitrine. J'ai crié. J'ai essayé de me dégager. Il m'a tenu encore 2 secondes, ses yeux fixés dans les miens, son souffle balayant mon visage en vagues chaudes qui sentaient la décomposition, la terre et quelque chose de sauvage. Puis il m'a relâché, m'a poussé en arrière, et je suis tombé lourdement, ma tête heurtant le gravier, le monde tournant. Je l'ai entendu passer à côté de moi, entendu le bruit de ses pieds frappant le sol en longues foulées, l'ai entendu s'écraser à travers le sous-bois en direction du camping. J'ai essayé de me relever. Je n'ai pas pu. Je suis resté là à halter et à essayer de ne pas vomir de douleur. Mon bras droit était plié à des angles impossibles, inutiles, hurlant. J'entendais aussi des cris venant du camping, la voix d'un enfant, aigu et terrifié. Et j'ai réalisé que c'était Ethan. Il était là. Sa famille était revenue, peut-être pour récupérer quelque chose qu'ils avaient oublié. Peut-être parce qu'ils pensaient que c'était sûr maintenant. Et ils campaient à nouveau à l'emplacement 12 et la créature se dirigeait droit sur eux. Je me suis forcé à me mettre debout, berçant mon bras cassé contre ma poitrine, et j'ai titubé vers le camping. Chaque pas envoyait des décharges d'agonie à travers mon corps, mais je continuais à bouger, à pousser, parce que je ne pouvais pas le laisser leur faire du mal. Le temps que j'atteigne l'emplacement 12, la créature était partie. Elle avait couru devant la tente, assez près pour qu'Ethan la voie clairement à travers la moustiquaire, assez près pour que son épaule frôle le double toit, puis elle avait disparu dans la forêt au-delà. Travis était à l'extérieur de la tente avec une hachette à la main, le visage blanc, tout son corps tremblant. Angela était à l'intérieur avec les enfants, tous les 2 en pleurs. Je me suis effondré contre la table de pique-nique, ma vision se rétrécissant, et j'ai essayé de leur dire de monter dans leur véhicule et de partir. Travis a vu mon bras, a vu comment il pendait, et son expression est passée de la peur à autre chose, de la détermination peut-être, ou l'acceptation sombre qui vient quand on réalise à quel point les choses ont mal tourné. Il a fait monter sa famille dans le SUV, puis est revenu pour moi.
m'a aidé à monter sur le siège passager malgré mes protestations que je pouvais me débrouiller. Je ne me souviens pas de grand-chose du trajet jusqu'à l'hôpital Davis Memorial, juste des fragments. La douleur, la façon dont mon bras pulsait au rythme de mon cœur, le son de Claire pleurant sur la banquette arrière, la façon dont Ethan me fixait dans le rétroviseur, ses yeux grands ouverts et sans ciller. À l'hôpital, ils m'ont donné de la morphine, ont réduit les fractures, m'ont plâtré le bras des phalanges au coude et m'ont gardé en observation pour la nuit. Travis et Angela sont restés jusqu'à ce que l'adjoint du shérif arrive pour prendre leur déposition. Puis ils sont partis. Je ne les ai jamais revus. La déposition d'Ethan, celle que l'adjoint a prise à l'hôpital pendant que ses parents attendaient dans le couloir, était claire, détaillée et totalement inutile. Il a décrit exactement ce qu'il avait vu. La créature courant devant la tente, sa taille, son mouvement, la façon dont ses yeux captaient la lumière de sa lampe frontale. L'adjoint a tout noté, lui a relu, puis l'a classé en complément de mon rapport. Complémentaire. Enfant témoin. Non fiable. L'enquête du Forest Service a conclu que j'étais tombé en effectuant une patrouille non autorisée, que les blessures et manques étaient compatibles avec un traumatisme par impact, que le bras cassé était le résultat d'une mauvaise réception sur le gravier. Le fait que j'ai été au camping de Seneca Creek contre des ordres directs n'a pas aidé ma crédibilité. Le fait que tout mon équipement d'enregistrement soit tombé en panne simultanément a été attribué à une erreur de l'utilisateur ou à des piles défectueuses. Le fait qu'Ethan Brewer ait corroboré mon récit a été mentionné dans une note de bas de page et rejeté. L'enquêtrice, Carlson, était sympathique mais ferme. Elle a dit « David, je crois que vous croyez ce que vous avez vu, mais la conviction n'est pas une preuve. Nous ne pouvons pas déposer un rapport affirmant que vous avez été attaqué par un cryptide. Ce serait un suicide professionnel pour nous deux. » J'ai demandé ce que j'étais censé dire qu'il s'était passé. Elle a dit « Dites que vous êtes tombé. Dites qu'il faisait nuit, que vous étiez désorienté et que vous avez mal jugé votre appui. Dites que vous avez de la chance, que ce n'ait pas été pire. » Je n'ai pas discuté. À quoi bon? J'avais perdu. Pas contre la créature, pas contre l'enquête, mais contre la simple réalité que certaines choses ne peuvent pas être prouvées, ne peuvent pas être documentées, ne peuvent pas être intégrées dans les catégories bien nettes que nous utilisons pour organiser le monde. La créature existait. Je le savais. Ethan le savait. Mais savoir quelque chose et prouver quelque chose sont deux choses différentes. Et au final, la preuve est tout ce qui compte. J'ai accepté l'histoire qu'ils m'ont donnée. Un ranger tombe pendant sa patrouille, se blesse, se rétablit, retourne au service. Et j'ai vécu avec. Que pouvais-je faire d'autre? Les Brewer ont déménagé à Cincinnati en septembre, exactement comme Ethan l'avait dit. J'ai reçu une carte d'Angela en octobre, un mot de remerciement générique avec quelques lignes sur le fait qu'ils appréciaient mon aide et espéraient que je me remettais bien. Elle ne mentionnait pas Ethan spécifiquement, ne disait pas s'il allait mieux ou moins bien, ne reconnaissait pas ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. J'ai gardé la carte pendant un moment, coincée dans le pare-soleil de mon pick-up, puis un jour j'ai réalisé qu'elle avait disparu. Peut-être qu'elle est tombée sur une route chaoteuse, peut-être que je l'ai jetée sans y penser. Ça n'a pas d'importance. L'article du Charleston Gazette Mail est sorti en novembre, et je l'ai lu une fois, attentivement, cherchant le moindre indice que le journaliste comprenait ce qui s'était réellement passé. Il n'y avait rien, juste l'angle humain, le gamin mignon avec son Sasquatch en peluche, la moquerie douce du folklore rural et de l'imagination enfantine. Il citait un biologiste de la faune du DNR de l'État qui disait que les grands ours noirs étaient souvent identifiés à tort comme des cryptides en raison d'un mauvais éclairage et du biais de l'observateur. Il citait un psychologue qui expliquait comment les expériences traumatisantes pouvaient créer de faux souvenirs, en particulier chez les enfants. Il citait tout le monde sauf moi.
J'étais juste le ranger qui s'était blessé, une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à appeler le journaliste, à rétablir la vérité, mais qu'aurais-je dit? J'ai pensé à écrire mon propre récit, à le publier en ligne, à rejoindre les forums où les gens partagent leurs rencontres avec Bigfoot, leurs photographies floues et leurs théories sur ce que sont ces créatures. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas un passionné de cryptides ou un théoricien du complot ou quelqu'un qui cherche l'attention. Je suis un ranger qui a vu quelque chose dans les bois et qui a été blessé pour ça, et maintenant je dois vivre avec le fait que personne ne me croira jamais, sauf un gamin de 12 ans qui a déménagé en Ohio pour échapper à ce souvenir. Je travaille toujours pour le Forest Service. Je patrouille toujours dans la Monongahela, bien que j'ai demandé à être affecté à d'autres districts, des zones éloignées de Seneca Creek. Ils ont accepté la demande sans commentaire, probablement soulagés de me tenir à l'écart du site de mon accident. Je fais mon travail avec compétence, professionnalisme. Je suis tous les protocoles et je me tais sur ce que je sais être là-bas dans la forêt. Parfois, je vois des choses qui me font m'arrêter. Des empreintes trop grandes, des arbres cassés à des hauteurs impossibles, des odeurs qui n'ont rien à faire là. Mais je n'enquête plus. Je le note dans mes rapports en utilisant un langage prudent et neutre et je passe à autre chose. Je ne prends pas de risques. Je ne vais plus seul dans les bois après la tombée de la nuit. Je ne fais plus confiance à mon équipement comme avant. Les lésions nerveuses dans mon bras sont un rappel constant de ce qui arrive quand on s'approche trop près de choses qui ne veulent pas être vues. Ça fait mal quand le temps change, quand je serre quelque chose de trop fort, quand je suis stressé ou fatigué. La rééducation a permis de restaurer la plupart des fonctions, mais les nerfs endommagés ne guériront jamais complètement. Le chirurgien était désolé, a dit que si la fracture avait été légèrement différente, si les os n'avaient pas heurté le faisceau nerveux, j'aurais pu me rétablir complètement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quelque chose a attrapé mon bras et l'a cassé en 2 endroits avec la facilité décontractée de quelqu'un qui brise un crayon. Et les lésions nerveuses sont ceux avec quoi je dois vivre. J'ai appris à le gérer. J'ai appris beaucoup de choses, en fait. J'ai appris que la forêt est plus profonde et plus étrange que n'importe quelle carte ne peut le montrer. Qu'il y a des choses qui vivent dans les vallons et les crêtes reculées pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Que la ligne entre le connu et l'inconnu est plus mince que nous aimons à le croire. J'ai appris que voir quelque chose ne le rend pas réel pour personne d'autre que vous. J'ai appris que la preuve est un luxe et que parfois tout ce que vous avez, c'est votre propre mémoire et les cicatrices pour le prouver. Je pense à Ethan Brewer plus que je ne le devrais probablement. Je me demande s'il fait encore des cauchemars. Je me demande s'il a raconté à ses amis de Cincinnati ce qui s'est réellement passé, ou s'il a appris à le garder pour lui comme je l'ai fait. Je me demande s'il pense à cette nuit aussi souvent que moi, s'il rejoue le moment où il a vu le visage de la créature à travers la moustiquaire de la tente, s'il remet en question sa propre mémoire comme je remets en question la mienne. L'article disait que sa mère appelait ça une imagination débordante, mais je sais que c'est faux. Ethan a vu ce qu'il a vu. Il sait ce qui est réel. La question est de savoir s'il laissera cette connaissance le définir ou s'il trouvera un moyen de la dépasser, de la compartimenter, de construire une vie qui ne tourne pas autour de la chose qu'il a rencontrée dans les bois de la West Virginia quand il avait 12 ans. J'espère qu'il y arrivera. J'espère qu'il est plus fort que je ne l'ai été. J'espère qu'il ne reste pas éveillé la nuit à écouter chaque son, qu'il ne sursaute pas quand il voit des ombres bouger à la lisière des arbres, qu'il ne porte pas le poids de savoir que quelque chose d'impossible se promène là-dehors et que personne ne vous croit. L'article donnait l'impression d'une aventure d'enfance, une histoire drôle que la famille raconterait lors de réunions. Mais je connais la vérité. Cette nuit a changé Ethan, a changé sa famille, a changé la trajectoire de leur vie. Ils ont quitté la West Virginia à cause de ça.
Ils ont abandonné 30 ans de voyages de camping annuels, quitté leur communauté, recommencé ailleurs. On ne fait pas ça pour une imagination débordante. On le fait parce qu'on sait que son enfant a vu quelque chose qui l'a terrifié et qu'on sait qu'on ne peut pas le protéger tant qu'on reste. Parfois, je passe devant la sortie pour le camping de Seneca Creek et je pense à m'arrêter, à monter jusqu'à l'emplacement 12 et à me tenir à l'endroit exact où c'est arrivé. Mais je ne le fais jamais. Le camping est toujours ouvert, toujours populaire auprès des familles qui veulent l'expérience de la nature, attirant toujours des gens qui n'ont aucune idée de ce qui pourrait les observer depuis la lisière de la forêt. Le Forest Service ne l'a pas fermé, n'a pas affiché d'avertissement, n'a rien fait pour suggérer que quelque chose d'inhabituel s'y soit produit. Pourquoi le ferait-il? Selon le dossier officiel, rien ne s'est passé. Juste un ranger qui est tombé et s'est cassé le bras, juste un gamin avec une imagination trop active, juste une autre nuit tranquille dans la Monongahela National Forest. La vérité est enterrée dans des rapports supplémentaires et des notes de bas de page, dans des dépositions qui ont été notées mais pas crues, dans des preuves qui ont été recueillies mais pas traitées. La vérité est portée par 2 personnes, moi et Ethan Brewer, et nous sommes les seuls à savoir à quel point ce fardeau est lourd. J'ai arrêté d'essayer de convaincre qui que ce soit. J'ai arrêté de lire les forums sur Bigfoot et les bases de données de rencontres avec des cryptides. Arrêté de chercher la validation dans les histoires des autres. Ce qui m'est arrivé, et peu importe si quelqu'un d'autre y croit. La créature existe. Elle m'a cassé le bras. Elle a terrifié un enfant. Ce sont des faits, même s'ils ne sont pas prouvables, même s'ils ne correspondent à la compréhension confortable du monde de personne. Je vis avec ces faits tous les jours, dans la douleur de mon avant-bras quand la pluie arrive, dans la façon dont je vérifie la lisière des arbres avant de sortir de mon pick-up, dans les cauchemars qui me réveillent encore 3 ou 4 fois par semaine. L'évaluation psychiatrique qu'ils m'ont fait passer avant de reprendre mes fonctions à plein temps était intéressante. Le conseiller m'a interrogé sur le stress, les mécanismes d'adaptation, sur le fait que j'avais eu des pensées intrusives ou des flashbacks. Je lui ai dit la vérité, ou une version de celle-ci. Oui, j'ai du mal à dormir, oui, je rejoue l'incident, oui, je suis plus hyper vigilant qu'avant. Elle a hoché la tête, a pris des notes et m'a diagnostiqué un léger TSPT, ce qui, selon elle, était courant chez les premiers intervenants ayant vécu des incidents traumatisants. Elle m'a prescrit des somnifères, a recommandé une thérapie continue et m'a autorisé à reprendre le service à condition que je poursuive le traitement. J'ai pris les somnifères pendant un certain temps, mais ils me rendaient groggy et déconnecté, et j'ai fini par arrêter. Je me débrouille mieux seul, même si mieux signifie rester éveillé à écouter la maison craquer et à me demander si chaque son est quelque chose de plus. La thérapie a duré 6 séances avant que j'arrête. La thérapeute était assez gentille, mais elle voulait que je traite le traumatisme, que je le surmonte, que j'atteigne un état d'acceptation et de paix. Mais comment traiter quelque chose qui officiellement ne s'est pas produit? Comment trouver l'acceptation quand tout le monde autour de vous vous dit que votre mémoire est fausse, que vous avez mal interprété ce que vous avez vu, que votre bras cassé n'est qu'un malheureux accident? Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas rester assis dans ce bureau et prétendre que parler de mes sentiments changerait d'une manière ou d'une autre la réalité fondamentale de ce que je sais être vrai. Alors j'ai arrêté d'y aller. J'ai dit au RH que j'avais terminé mon traitement et je suis retourné au travail. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles des Brewers, c'était en mars, près d'1 an après l'incident. J'ai reçu une demande d'amis sur les réseaux sociaux de quelqu'un que je ne reconnaissais pas, et quand j'ai cliqué sur le profil, j'ai vu que c'était Angela Brewer. J'ai accepté. J'ai attendu de voir si elle m'enverrait un message, mais elle ne l'a jamais fait. J'ai regardé ses photos. Des photos d'Ethan à sa nouvelle école, à un match de baseball, à ce qui ressemblait à une fête d'anniversaire.
Il avait l'air plus âgé, plus sur la défensive, comme s'il avait appris à cacher ce qu'il pensait derrière un sourire prudent. Il y avait une photo d'une randonnée en famille, les 4 sur un sentier quelque part en Ohio, et la légende disait quelque chose sur le retour à la nature. J'ai fixé cette photo pendant longtemps, essayant de voir si Ethan avait l'air à l'aise dans les bois ou s'il faisait juste bonne figure pour la caméra. Je ne pouvais pas le dire. Quelques semaines plus tard, Angela m'a retiré de ses amis et je n'ai pas essayé de la recontacter. Peut-être qu'elle a regretté de m'avoir contacté. Peut-être que Travis l'a convaincu qu'il valait mieux laisser le passé derrière eux. Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas du rappel. Je comprenais. Parfois, la seule façon d'avancer est de couper les ponts avec tout ce qui vous relie à la chose que vous essayez d'oublier. J'espère que ça marche pour eux. J'espère qu'Ethan dort toute la nuit. J'espère que Claire a oublié ce qu'elle a entendu dans cette tente. J'espère que Travis et Angela se sont convaincus que ce n'était qu'un terrible accident et rien de plus. J'espère qu'ils sont heureux à Cincinnati. J'espère qu'ils n'ont jamais à penser au camping de Seneca Creek ou à la chose qui a couru devant leur tente ou au ranger qui a essayé de les protéger et a échoué. Mon bras me fait mal en ce moment même, alors que je suis assise ici à essayer de trouver les mots pour expliquer ce qui s'est passé et pourquoi c'est important. Le temps change, un front arrive de l'ouest, et les anciens sites de fracture me lancent comme ils le font lorsque la pression barométrique chute. J'ai appris à prédire les orages mieux que n'importe quel météorologue, simplement en prêtant attention au niveau de douleur dans mon avant-bras. C'est une compétence inutile, un lot de consolation pour des lésions nerveuses permanentes, mais c'est la mienne. Je fléchis mes doigts, les regarde bouger lentement, sans le picotement qui ne disparaît jamais tout à fait. Et je pense au moment où ces doigts massifs se sont enroulés autour de mon bras et ont serré. Je pense à la force désinvolte de cette prise, à la façon dont elle a brisé l'os comme si de rien n'était, à la façon dont elle m'a tenu juste assez longtemps pour s'assurer que je comprenais à quel point j'étais dépassé. Elle aurait pu me tuer, j'en suis certain. Elle aurait pu m'arracher le bras, aurait pu m'écraser le crâne, aurait pu faire tout ce qu'elle voulait, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a fait juste assez mal pour envoyer un message, puis elle est partie. Je ne sais pas quel était le message. Reste à l'écart, peut-être. Ou tu ne vaux pas la peine d'être tué. Ou c'est mon territoire et tu es toléré mais pas le bienvenu. J'ai passé 1 an à essayer d'interpréter cette interaction de 3 secondes, et je ne suis pas plus près de la comprendre que lorsque c'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai survécu et qu'Ethan a survécu et que la créature a disparu dans la forêt d'où elle venait. Le dossier officiel sur l'incident de Seneca Creek, comme on l'appelle en interne, a été clos il y a 6 mois. Détermination finale, aucune preuve d'activité de cryptide, blessures attribuées à une chute accidentelle, recommandation d'amélioration des protocoles de sécurité pour les patrouilles de rangers en solo. Le dossier est tamponné avec un numéro de cas et rangé dans une salle d'archives du bureau du district, et c'est là qu'il restera. Personne ne va le rouvrir. Personne ne va réexaminer la déposition d'Ethan ou les photos des empreintes ou le motif des branches cassées qui ne pouvaient pas être expliquées par la faune connue. C'est clos, terminé. Une note de bas de page dans l'histoire administrative de la Monongahela National Forest. Mais je ne suis pas clos. Je ne suis pas terminé. Je porte ça avec moi tous les jours. La connaissance, la peur, la frustration de savoir quelque chose de vrai que je ne pourrai jamais prouver. Je le porte dans mon bras endommagé, dans mon sommeil perturbé, dans la façon dont j'aborde mon travail avec une prudence qui frise la paranoïa. Je le porte dans le souvenir du visage d'un garçon de 12 ans, pâle et terrifié, me regardant pour des réponses que je ne pouvais pas lui donner. Je le porte dans la certitude que quelque part dans les vallons profonds de la Monongahela, dans les crêtes reculées où la forêt primaire se dresse encore épaisse et intacte, quelque chose marche sur 2 jambes qui ne devraient pas exister. Et je sais que peu importe le nombre de rapports que je remplis, le nombre de personnes à qui je le dis, la quantité de preuves que j'essaye de rassembler,
ça n'aura pas d'importance. Parce que certaines vérités sont trop inconfortables à accepter. Certaines réalités sont trop étranges pour entrer dans notre compréhension soigneusement organisée du monde. Et certains témoins sont plus faciles à rejeter qu'à croire. Je patrouille toujours dans la forêt nationale. Je fais toujours mon travail. J'interagis toujours avec les familles dans les campings. Je réponds aux questions sur les ours et je rappelle aux gens de remporter leurs déchets. Mais je suis différent maintenant. Je ne fais plus confiance à la forêt comme avant. Je n'entre pas dans la lisière sans vérifier derrière moi tous les quelques pas. Je ne rejette pas les bruits étranges, ou les empreintes impossibles, ou les histoires que les campeurs racontent sur les choses qu'ils ont vues dans l'ombre. J'écoute maintenant. J'écoute vraiment. Et je note tout dans mes rapports en utilisant un langage assez vague pour éviter le ridicule mais assez spécifique pour que si quelqu'un voulait relier les points, il le pourrait. Je ne sais pas si quelqu'un le fera un jour. Je ne sais pas si quelqu'un cherche même. Mais je continue à documenter quand même, à ajouter au dossier non officiel des choses qui se passent dans les bois et qui ne figurent pas dans le récit officiel. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux faire. C'est comme ça que je vis avec le fait que j'ai échoué à protéger les gens que j'étais censé garder en sécurité. Que j'ai échoué à prouver ce que j'ai vu. Que j'ai échoué à faire croire la vérité à qui que ce soit. Le moins que je puisse faire est d'en garder une trace, de continuer à l'enregistrer, de continuer à témoigner même quand personne n'écoute. Peut-être qu'un jour, quelqu'un s'en souciera. Peut-être qu'un jour, les pièces s'assembleront pour former quelque chose qui ne pourra pas être ignoré. Ou peut-être pas. Peut-être que je passerai le reste de ma carrière à remplir des rapports que personne ne lit, à documenter des rencontres que personne ne prend au sérieux, à porter ce fardeau seul jusqu'à ma retraite et que quelqu'un d'autre prendra le relais et que le cycle continuera. Ethan Brewer a 14 ans maintenant, si j'ai bien compté. Assez vieux pour avoir traité ce qui s'est passé, assez vieux pour avoir construit une vie autour de ça ou malgré ça, assez vieux pour avoir fait ses propres choix sur ce qu'il faut croire et ce qu'il faut rejeter. Je me demande s'il raconte encore l'histoire, ou s'il a appris que certaines histoires vous étiquettent comme bizarres, abîmées ou en quête d'attention. Je me demande s'il a développé des mécanismes d'adaptation, des stratégies pour faire face aux flashbacks, aux cauchemars et à l'hypervigilance qui accompagnent le fait de savoir que les monstres sont réels. Je me demande s'il est en colère contre moi pour ne pas l'avoir mieux protégé, pour ne pas l'avoir cru assez vite, pour ne pas en avoir fait plus pour m'assurer que son témoignage soit pris au sérieux. Je ne lui en voudrais pas si c'était le cas. Je suis en colère contre moi-même pour toutes ces choses. L'article disait que sa famille avait déménagé pour le travail de son père, mais je connais la vérité. Ils ont déménagé parce que rester en West Virginia signifiait vivre avec le souvenir de ce qui s'était passé, signifiait passer devant la sortie pour Seneca Creek chaque fois qu'ils allaient à l'épicerie, signifiait voir la forêt et savoir ce qu'il y avait dedans. Ils ont déménagé pour le bien d'Ethan, pour lui donner une chance d'avoir une vie normale, pour le laisser grandir quelque part où il n'y a pas de cauchemars qui se cachent à la lisière des arbres. J'espère que ça a marché. J'espère que Cincinnati lui a donné ce dont il avait besoin. J'espère qu'il va bien. C'est la chose à laquelle je pense le plus tard dans la nuit, quand mon bras me fait mal et que je ne peux pas dormir. Est-ce qu'Ethan va bien ? Parce que s'il ne va pas bien, s'il a des difficultés, s'il est marqué par ce qui s'est passé, alors j'ai échoué de la manière la plus fondamentale possible. Mon travail était de garder les gens en sécurité, et je ne l'ai pas fait. Mon travail était de répondre aux dangers, et j'ai empiré les choses. Mon travail était de protéger un enfant d'un traumatisme, et au lieu de ça, c'est moi qui ai confirmé que ses pires craintes étaient vraies. Les lésions nerveuses sont permanentes. C'est ce que le chirurgien m'a dit, et c'est ce que j'ai appris à accepter. Les os ont guéri, les tissus ont guéri, mais les nerfs qui ont été comprimés et endommagés lorsque mon radius s'est brisé, ceux-là ne se régénèrent pas comme les autres tissus.
J'ai retrouvé la plupart de mes fonctions, peut-être 85% un bon jour. Mais la motricité fine est compromise et la douleur est chronique. J'ai appris à écrire de la main gauche quand ma droite fatigue. J'ai appris à utiliser mon avant-bras pour stabiliser les choses au lieu d'essayer de les saisir avec ma main endommagée. J'ai appris à planifier mes journées en fonction du niveau de douleur, à savoir quand forcer et quand lâcher prise. J'ai appris que les limitations physiques sont plus faciles à gérer que les limitations psychologiques, qu'un bras cassé guérit plus vite qu'un sentiment de sécurité brisé, que les cicatrices sur votre corps sont visibles d'une manière que les cicatrices sur votre esprit ne le sont pas. Les gens voient mon bras dans le plâtre, demandent ce qui s'est passé, acceptent l'histoire de la chute. Ils ne voient pas les nuits où je ne peux pas dormir, la façon dont je vérifie les serrures 3 fois avant de me coucher. La lampe de poche que je garde sur ma table de nuit à côté du Mossberg. Ils ne voient pas l'hypervigilance, la réaction de sursaut, la façon dont chaque son inattendu fait grimper mon rythme cardiaque. Ils ne voient pas le coup de savoir ce que je sais, et je ne leur dis pas. À quoi bon? La seule personne qui pourrait comprendre est Ethan Brewer et je ne peux pas le contacter. Ce ne serait pas approprié, ce ne serait pas juste de le ramener dans quelque chose qu'il essaie de dépasser. Alors je le porte seul, comme je soupçonne qu'il le fait. 2 personnes séparées par des centaines de kilomètres et des années de silence, connectées uniquement par le souvenir d'une terrible nuit dans les bois de la West Virginia. Je ne sais pas comment terminer ça. Je ne sais pas quelle conclusion je suis censé tirer, quelle leçon je suis censé avoir apprise, quelle sagesse je suis censé partager. L'incident s'est produit. La créature existe. Mon bras est endommagé. La famille d'Ethan a déménagé. Le Forest Service a clos l'affaire. Le journal a publié un article qui a tourné tout ça en dérision. Ce sont les faits, et ils ne mènent à rien de net, de propre ou de résolu. Ils sont, tout simplement. Certaines nuits, je pense à retourner à Seneca Creek, à monter jusqu'à l'emplacement 12 une fois de plus, à me tenir dans la clairière et à appeler ce qui se trouve dans la forêt pour exiger des réponses. Mais je sais que je ne le ferai pas. Je sais que l'affronter à nouveau ne me donnera pas de conclusion, ne fera pas cesser la douleur dans mon bras, ne fera pas mieux dormir Ethan, ne changera rien à ce qui s'est déjà passé. La seule chose que cela ferait, c'est me mettre à nouveau en danger, et j'ai appris ma leçon sur le risque. J'ai appris que certaines choses valent de mieux être laissées tranquilles, que certains mystères ne veulent pas être résolus, que certaines rencontres sont destinées à être survécues et rien de plus. Alors je reste à l'écart, je fais mon travail dans d'autres parties de la forêt, je vis avec ce que je sais. Et les nuits où la douleur est forte et que je ne peux pas dormir, je pense à un garçon de 12 ans qui me regarde avec des yeux qui disaient « S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas fou, s'il vous plaît, dites-moi que ce que j'ai vu était réel. » Et je me souviens de la seule chose honnête que je pouvais lui dire. Je l'ai vu aussi.